Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 837.25, accueil des hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran aux émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massengo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massengo Tiassé. Bonjour et bonsoir. Je vous parle aujourd'hui de la crise entre l'Ukraine et la Russie. Alors, je lis beaucoup de posts dans les réseaux sociaux. Je suis parfois surpris. En tout cas, nous avons tous, à un moment donné, soutenu, encouragé, apprécié Vladimir Poutine, que je considère d'ailleurs comme étant un président qui n'est pas comme les autres, à bien des niveaux d'ailleurs. Au 5e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, j'interviens ce jour 27 février 2022 parce que Poutine vient de briser un tabou en mettant en alerte la force de dissuasion de l'armée avec l'arme nucléaire russe. Cette dissuasion comprend une composante nucléaire. La Russie, comme vous le savez peut-être, est la puissance nucléaire la plus importante du monde. Alors, je vous cite ce que vient de dire Poutine. J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Donc, cela veut dire que la Russie, en mettant en alerte sa force de dissuasion, alors qu'on sait que la Russie est la première force nucléaire du monde, comme je l'ai dit, c'est un signal terrible qu'il vient d'envoyer au monde entier. Mais Poutine joue un jeu dangereux. On ne joue pas avec des principes du droit international, de ce qui est, à mon avis d'ailleurs, le premier, le droit international des droits de l'homme, qui interdit les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. Et nous ne pouvons pas soutenir ce personnage qui vient et qui a l'intention de détruire toute l'humanité. Nous ne pouvons donc pas l'accepter. Je lis beaucoup de choses. Je suis en train d'entendre beaucoup, surtout au niveau de la communauté africaine. Mais en réalité, nous sommes dans un piège. Parce que je ne peux pas concevoir que Poutine, que
les Africains, d'ailleurs, applaudissent à tort à cause de sa milice, ce qu'on appelle les mercenaires de Wagner plutôt. Hein. Et je vais en parler aussi, parce que c'est très important. Nous sommes dans une société de désinformation. Poutine et Sassou, c'est le même combat. Et je vais vous parler également des Ukrainiens. Moi, je les ai filmés au Congo. Mais ce sont des Ukrainiens qu'à l'époque, Helsinki va envoyer, parce que c'est là, d'ailleurs, comme on dit, les fondements du groupe de Wagner. Les pilotes qui ont piloté les hélicoptères, ce sont des Russes d'origine ukrainienne. De toute façon, l'Ukraine et la Russie, c'est comme le Congo-Brazzaville et la RDC ou le Gabon, c'est un même peuple. Alors, je voulais vous éclairer dans ce sens-là. Parce que je vais vous montrer aussi des photos des fameux Ukrainiens qui ont piloté pour la première fois en 97 les hélicoptères au Congo. Mais c'était sur la demande du régime de Pascal Lissouba, avec comme ministre de la Défense que vous connaissez, qui est devenu chef de l'opposition au Congo. Fatima Biala ne veut pas aujourd'hui méconnaître cela. Ceux qui sont allés recruter ces Ukrainiens pour piloter les hélicoptères, que moi j'ai filmé à Pointe-Noire parce qu'ils étaient arrêtés à Pointe-Noire. Il ne faut pas faire la désinformation. Ce n'est qu'après, quand Sassou, d'ailleurs, j'étais même fâché contre Sassou puisqu'on ne les a pas jugés. Sassou les a entretenus, les a fait libérer pour les récupérer après. Et c'est pour cela que vous les avez vus dans tous les combats, dans tous les conflits au Congo. Mes frères, n'agissez pas comme ça quand vous ne connaissez pas le problème. N'agissez pas comme ça. Je mets donc en garde tous ceux qui, dans les réseaux sociaux, sont en train d'encourager, directement ou indirectement, l'engrenage dans lequel Poutine veut entraîner la communauté internationale. Je m'explique et je donne mon point de vue en tant que spécialiste du droit international des droits de l'homme. Le droit international des droits de l'homme stipule les obligations que les États sont tenus de respecter. Lorsque un État devient partie à un traité, le droit international l'oblige à respecter, protéger et instaurer les droits de l'homme. Respecter les droits de l'homme signifie que les États évitent d'intervenir ou d'entraver l'exercice de ces droits. Protéger signifie que les États doivent protéger les individus et les groupes contre les violations des droits de l'homme. Instaurer signifie que les États doivent prendre des mesures positives pour faciliter l'exercice des droits fondamentaux de l'homme. Nous savons très bien que la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies à Paris le 10 décembre 1948, a fortifié le mouvement international pour les droits de l'homme. Alors, la déclaration, qui se veut l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, énonce bien, ou a énoncé, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les droits civils et politiques, les droits sociaux et économiques et culturels, comme étant des droits fondamentaux de tous les êtres humains, et que ceux-ci devraient jouir au fil des ans. Son statut de norme fondamentale des droits de l'homme que tous les hommes devraient respecter et protéger a été largement reconnu, même par la Russie qui s'est battue
à l'époque, l'URSS, quand on a adopté ce principal instrument international en matière des droits de l'homme, qu'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui nous a amenés à la Charte internationale des droits de l'homme, la Russie a contribué justement pour introduire les droits aussi qui sont fondamentaux, les droits socio-économiques et culturels. Mais aujourd'hui, frappé dans son orgueil et dans ses élans tyranniques, Poutine, après tout, les termes nocifs, vient faire une déclaration pour détruire l'humanité avec l'arsenal nucléaire. Pour nous, le président de la Fédération de Russie veut reconstituer d'ailleurs les démocraties populaires en Europe centrale et en Afrique. Parce qu'il a commencé à avoir un pied en Afrique, en commençant par la Centrafrique, le Mali et tout. Et les Africains, tout naïfs qu'ils sont, ils ne comprennent pas que l'Afrique appartient aux Africains. L'Afrique aux Africains. On n'a pas besoin d'une présence étrangère. On n'a pas besoin d'une force étrangère pour nous libérer. Nous devons nous libérer nous-mêmes. Aucune armée au monde ne peut réussir une guerre toute seule, sans la coalition. Vous pensez que le groupe Wagner, qui est en Centrafrique ou au Mali, peut faire libérer les pays, nos pays? Non. Peuvent assurer, ce groupe-là peut-il assurer la sécurité réelle des populations africaines? Non. Alors, on sait très bien pourquoi Poutine a mis en place une armée parallèle appelée Wagner. C'est pour reconquérir l'Afrique. Alors, moi, je vais vous parler de cette question parce que lorsqu'on a un bac plus 12 ou au-delà, on est capable d'apprécier les questions du monde. Et au-delà, par rapport à ceux qui balbutient ou qui sont dans une stratégie de désinformation, de matu-vu. Poutine veut nous imposer une nouvelle conférence de Yalta, tenue en février 1985, et plutôt 1945, suite à la Seconde Guerre mondiale. Pour ceux qui ont oublié et qui ne le savent pas, la conférence de Yalta est une réunion des principaux responsables de l'Union soviétique. À la tête, c'était Joseph Staline. Au Royaume-Uni, il y avait Winston Churchill. Aux États-Unis, on avait Franklin Delano Roosevelt. Et d'ailleurs, qui nous a donné, qui a permis à sa femme, une juriste bien engagée, à être rédactrice de la Déclaration universelle des droits de l'homme, aux côtés de René Cassin, le français. Alors, donc cette conférence de Yalta s'est tenue du 4 au 11 février 1945 dans le palais de Livadia, situé dans les environs de la station balnéaire de Yalta en Crimée. Les buts de la conférence de Yalta sont les suivants pour ceux qui ne le savent pas. Adopter une stratégie commune afin de hâter la fin de la Seconde Guerre mondiale, régler le sort de l'Europe après la défaite du Troisième Reich, garantir la stabilité du nouvel ordre mondial après la victoire. Donc, ce sont des principes auxquels se sont assignés les participants de la conférence de Yalta. Aujourd'hui, d'ailleurs, avant de parler d'aujourd'hui, l'objectif principal de Staline était donc de faire confirmer les résultats de la conférence interalliée de Moscou du 9 octobre 1944, esquissant d'ailleurs un plan de partage de l'Europe du sud-est en zone d'influence pour l'après-guerre. Donc, ce sont ces résultats
qui, ajoutés à ceux de la seconde conférence de Québec, débouchent sur la guerre froide d'ailleurs. La version officielle soviétique après la guerre est fondée sur le souci de préserver l'Union soviétique de futures attaques comme en 1914 et en 1941, en la protégeant par un glacis territorial et politique. La diplomatie soviétique œuvre donc pour commencer à la création d'une Pologne dirigée par un gouvernement ami de l'URSS. Et ça, vous le savez. En 1945, donc en février, les rapports de force sont nettement à l'avantage de Staline. Et les forces soviétiques sont de loin les premières en nombre et en armement, qui atteignent Varsovie, Budapest et menacent Berlin depuis les têtes de pont conquis sur l'Oder quelques jours plus tôt. Cependant, Staline est prudent. Sa priorité est la prise de Berlin, à la fois comme symbole de sa victoire et pour les avantages politiques et scientifiques qu'elle lui conférera. Staline tient à s'emparer du maximum des régions industrielles allemandes et de l'Institut de physique nucléaire d'Alem, où il espérait trouver des éléments de fabrication de la bombe atomique. Il craint une capitulation allemande, voire un retournement des alliances qui le frustrerait ainsi de sa victoire. Aussi, il fait croire à ses alliés que Berlin n'est prioritaire et que l'offensive principale de l'armée rouge portera sur la Bohême et la vallée du Danube. Il les invite donc à chercher la jonction en Allemagne du Sud. Alors que pour Roosevelt, Eisenhower et les responsables américains en général, la priorité est de finir la guerre avec le maximum de pertes en vies humaines américaines. Le président américain donc va accepter de laisser l'URSS fournir l'effort de guerre, l'effort de guerre qui est le plus lourd, quitte à lui abandonner une plus vaste zone d'occupation. Peu méfiants, les Américains annoncent dès le début de la conférence que les troupes américaines quitteront l'Europe 2 ans après la fin de la guerre. De son côté, Churchill, l'anglais, souhaite rétablir un équilibre européen et éviter une hégémonie soviétique sur le continent. Mais ayant déjà beaucoup cédé lors de la conférence interalliée de Moscou, le 9 octobre 1944, il n'est plus en position de revenir sur ses concessions. L'organisation donc du traité Atlantique Nord, qu'on appelle communément l'OTAN, devient une organisation politico-militaire, mise en place donc par les pays signataires du traité de l'Atlantique Nord, afin de pouvoir plutôt remplir les obligations de sécurité et de défense collective. Donc cette organisation, elle est plus souvent désignée par l'acronymie, comme je l'ai dit, l'OTAN, ou en anglais, NATO. Donc, mais aussi fréquemment nommée Alliance de l'Atlantique, ou l'Alliance Nord-Atlantique, ça dépend, plus rarement l'Alliance Euro-Atlantique ou Alliance Transatlantique. Donc, ou parfois encore plus brièvement, l'Alliance. On le dit souvent, surtout dans les termes diplomatiques, on dit c'est l'Alliance, le traité de l'Alliance. Alors ce traité de l'Alliance a été signé le 4 avril 1949. Il établit un conseil de l'Atlantique du Nord, le CAN, le CAN, et lui donne mission de mettre en place l'organisation nécessaire à son application.
Le choc provoqué par le déclenchement de la guerre de Corée conduit le CAN, c'est-à-dire le Conseil Atlantique Nord, à décider, fin 1950, la création d'une organisation militaire intégrée permanente qui constitue encore actuellement la marque distinctive de l'OTAN et lui assure des capacités militaires qu'aucune autre alliance de défense ne possède. Sous le vocable OTAN, l'usage a prévalu d'englober l'alliance juridiquement conclue par les pays signataires du traité atlantique du Nord. Et l'organisation civile et militaire mise en place pour en rendre opérants les objectifs. La France, toutefois, a fait exception, la France du général de Gaulle, en décidant en 1966, tout en restant membre de l'Alliance Atlantique, de quitter l'organisation militaire intégrée. Et d'ailleurs, la France, quelques années après, je dirais pratiquement plus de 40 ans, c'est-à-dire en 1949, a réintégré cette alliance atlantique. Le pacte de, c'est-à-dire qu'en 2009, le pacte de Varsovie sera créé par le bloc de l'Est, ce qu'on appellera le bloc socialiste, les démocraties populaires. Donc ils vont créer cette alliance militaire regroupant les pays d'Europe de l'Est avec l'Union soviétique, c'est-à-dire l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, dans un vaste ensemble économique, politique et également militaire. Il est conclu le 14 mai 1955 entre la plupart des pays communistes du bloc soviétique par un traité d'amitié et de coopération et d'assistance mutuelle. Nikita Khrouchtchev, qui était à l'époque premier secrétaire du Parti communiste soviétique, donc chef de l'État donc de l'URSS, il en fut l'artisan. Il avait conçu, dans le cadre de la guerre froide, comme un contrepoids à l'organisation du traité Atlantique Nord, c'est-à-dire de l'OTAN, qui avait vu le jour, comme je vous l'ai dit, en avril 1949. Donc la principale raison ayant motivé la formation du pacte de Varsovie, selon donc l'exposé des motifs, fut l'adhésion de la République fédérale allemande en voie de remilitarisation au traité de l'Atlantique Nord au moment de la ratification des accords de Paris du 9 mai 1955. Sous le nom de pacte de Varsovie, le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle se compose d'un préambule et de 11 articles. Il est signé à Varsovie le 14 mai 1955 en 4 exemplaires. Un en russe, un en polonais, un en tchèque et un en allemand. Il faut comprendre. Le préambule justifie ce traité par la situation qui s'est créée en Europe par suite de la ratification des accords de Paris qui prévoit la formation d'un nouveau groupement militaire sous la forme de l'Union de l'Europe occidentale, avec la participation de l'Allemagne occidentale en voie de remilitarisation et avec son intégration au bloc nord-atlantique. Ce qui augmente le danger d'une nouvelle guerre et crée une menace à la sécurité nationale des États pacifiques d'Europe de l'Est. Le traité de Varsovie se proclame ouvert à tous les États, indépendants de leur régime social et politique. L'adhésion de nouveaux membres est soumise au consentement des États signataires. Le traité donc crée un commandement unifié et un comité consultatif politique où chaque État est représenté et qui se réunit 2 fois par an. Les forces armées de la République démocratique allemande sont créées
est intégré au pacte en janvier 1956. Le traité est établi pour une durée de 20 ans. Il reste en vigueur pendant 10 années suivantes pour les États qui ne l'ont pas dénoncé. Il est reconduit pour 20 ans en 1985, mais entre-temps, l'intervention en Tchécoslovaquie modifiait un article du pacte. Le régime politique et social marxiste-léniniste devenait obligatoire et irréversible. La République fédérale socialiste de Yougoslavie, pourtant communiste, n'a pas pris part à cette alliance en raison de la politique de neutralité observée par le président Tito. Et oui, depuis la rupture avec Staline en 1948 et l'indépendance politique vis-à-vis de Moscou, qui en découlait d'ailleurs. Les membres de l'Alliance se promettaient un secours mutuel en cas d'agression dans des pays membres. Le pacte de Varsovie s'acheva donc le 31 mars 1991 et fut officiellement rompu lors d'une rencontre à Prague le 1er juillet 1991. C'est pour cela que je dis, Poutine n'a jamais digéré en tant qu'élément de la sécu, des renseignements du KGB. Il n'a jamais digéré l'éclatement de l'Empire socialiste en 1989 et la dissolution du pacte de Varsovie en 1991. Depuis qu'il a décidé d'envahir l'Ukraine, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire l'homme politique qu'il est. D'autres l'appellent fou, pour certains, ou encore dictateur, comme l'ont dit les différents dirigeants en Europe de l'Ouest. Il s'agit là, par exemple, de Boris Johnson. Et puis, il y a aussi Jean-Yves Le Drian, qui est le ministre des Affaires étrangères de la France. Alors, mais non, passons au fait que, qui est d'ailleurs Vladimirovitch Poutine. Poutine est né le 7 octobre 1952. C'est mon aîné, je dis bien c'est mon aîné, de à peu près 4 mois. Moi je suis né en janvier 1953. Et d'ailleurs, si j'évoque ça, c'est parce que j'ai beaucoup de mes promotionnaires du lycée ou du collège qui ont fréquenté avec Poutine, qui étaient à l'université avec lui. De nombreux Congolais le savent. Je ne vais pas citer le nom de ces Congolais qui ont fréquenté Poutine, qui connaissent sa personnalité. En tout cas, je vous dis tout simplement que depuis 1999, il est devenu la figure centrale de l'exécutif en Russie, alternativement comme président du gouvernement. En 1999, 2000, et après une pause de 8 ans, il reprend le pouvoir en 2000, dans même pas 8 ans, 2004, 2008, 2012, et le président de la Fédération de Russie par intérim en 1999 et 2000, et de plein exercice donc de 2000 à 2008, et depuis 2012, il passe dans la réserve active, d'ailleurs il faut le comprendre, qu'il était dans la réserve active du KGB pour se préparer à une mission opérationnelle en République démocratique allemande. C'est là où il a exercé ses premières fonctions. Officier du KGB, principal service de renseignement de l'URSS post-stalinienne. Il est en poste à Dresde au moment de la chute du mur de Berlin. À partir donc d'août 1985, il officie pour son premier poste à l'étranger, à Dresde donc en RDA, comme employé consulaire.
En fait, c'était pour recruter les espions en tant que major des services secrets russes. À ce propos, il cherche notamment à contraindre un professeur de médecine à lui donner accès à une étude sur les poisons mortels qui ne laissent presque aucune trace en le faisant chanter avec des éléments pornographiques. Voilà l'homme qui dirige aujourd'hui la Russie. Voilà l'homme qui vient de déclencher une guerre en envahissant l'Ukraine. Voilà l'homme qui fait aujourd'hui un chantage avec l'arme nucléaire, qui est une arme dangereuse. Donc, après la chute du mur de Berlin, Poutine a empêché les Allemands d'entrer dans les bureaux du KGB afin de les mettre à sac ou de piller les dossiers, détruisant lui-même d'ailleurs ses dossiers et ses documents ensuite. Il sera rappelé en février 1990 dans le contexte de la réunification allemande, d'après le média allemand d'ailleurs Correctiv. Il doit son retour au fait que Werner Grossmann, dernier dirigeant des services d'espionnage à l'étranger de RDA, révèle à ses collègues du KGB que Poutine recrute des agents de RDA dont la couverture a été cassée, ce qui engendre un risque important pour le KGB. Poutine va se retrouver à la mairie de Pétersbourg de 1991 à 1995 et ensuite au service de Boris Eltsine de 1986, plutôt de 1996 à 1999. C'est là où il va commencer sa carrière politique à la mairie de Saint-Pétersbourg. Puis il devient l'un des plus proches conseillers du président Boris Eltsine, qui fait de lui le directeur du service fédéral de sécurité, qui remplace le KGB, qui devient donc le FSB en 1998, puis le président du gouvernement de la Russie l'année suivante. À partir donc du 31 décembre 1999, à la suite de la démission de Boris Eltsine, il assure les fonctions de président de la Fédération de Russie par intérim. Et il devient président de plein exercice le 7 mai 2000. Après avoir remporté l'élection présidentielle anticipée dès le premier tour, au cours de son premier mandat présidentiel, il lance une série de réformes importantes pour restaurer la puissance d'un pays en crise et qui a perdu de son influence dans le monde. Il mène un redressement de l'économie nationale et une politique institutionnelle tournée vers une concentration des pouvoirs présidentiels. Dès le début de son mandat présidentiel, Vladimir Poutine afficha de façon déterminée son objectif d'instaurer la dictature de la loi et de lutter contre la mafia para-étatique et les fraudes fiscales des oligarques industriels et financiers, dont la mainmise sur l'économie russe devenait plutôt une préoccupation majeure de la population après une ère de laisser-faire et de complicité de Boris Eltsine dans la création de cette oligarchie. Plusieurs oligarques qui avaient accaparé les ressources et le patrimoine industriel en profitant des lacunes du droit des affaires en transition ont été mis au pas ou poursuivis par la justice. Par exemple, le banquier Sergei Mavrodi. L'exemple emblématique est celui de Mikhail Khodorkovsky, ex-patron du groupe pétrolier Loukos, condamné à 8 ans de prison pour escroquerie et évasion fiscale à grande échelle, emprisonné en Sibérie. Le groupe Loukos est issu de l'époque soviétique et fut acquis dans des conditions douteuses par Khodorkovsky au milieu des années 90 pour 309 millions de dollars seulement, dans le cadre de privatisation qualifiée de hold-up du siècle. Donc, à la suite de l'acquisition de l'entreprise Sidneft Yukos, était en 2003 la première compagnie pétrolière de Russie et la 4e au niveau international. Il semble que ce soit le projet de céder le groupe Loukos
à un groupe pétrolier nord-américain pour 40 millions de dollars, qui a déclenché la campagne dirigée contre Khodorkovsky. Bon, les négociations étaient en cours avec ExxonMobil et Chevron, Texaco, dans la perspective d'une fusion partielle de Yukos, Sibneft, et il semble que Khodorkovsky ait également noué les contacts avec Halliburton, l'entreprise énergétique dirigée par Dick Cheney, jusqu'en 2000. Alors, d'autres se sont rapprochés du pouvoir et ont obtenu des postes au sein des structures étatiques en contrepartie de la mise au service du pays de leur fortune, souvent acquises dans des conditions aussi douteuses que celles de Khodorkovsky. C'est le cas d'ailleurs de Roman Abramovich, d'Anatoly Chubais ou de Vladimir Potanin. Alors, enfin, donc d'autres semblent jouir d'une certaine impunité. La longue série de privatisations contestées dans l'industrie métallurgique russe, commencée en 1991, continue sous le gouvernement du président Poutine. L'évincement de plusieurs oligarques, des médias qu'il possédait, il s'agit de Berezovsky, Guzinski et quelques autres, a renforcé le contrôle de l'État sur l'information de masse et a induit une censure de faits nuisibles au pluralisme politique en Russie, renforcée par des pressions indirectes sur le reste de la presse indépendante. Toutefois, à côté d'un large soutien de la population à la personne de Vladimir Poutine, et malgré une omniprésence de l'appareil médiatique jugé parfois paréétatique, il existe en Russie des opposants déclarés à la politique présidentielle. Et une fraction des médias conserve un regard critique, y compris les médias comme le Commerçant, qui fait pourtant aujourd'hui partie de la galaxie de Gazprom. Mais la liberté de temps reste assez partielle, comme en témoigne le limogeage fin 2011 de 2 responsables éditoriaux de Commerçant par l'oligarque Alisher Ousmanov. L'Internet russe, très vivant et contestataire. Donc, Vladimir Poutine est déterminé à restaurer ce qu'il appelle la verticale du pouvoir. Gouverne avec un style considéré par certains et notamment par des partisans de la gouvernance et des droits fondamentaux comme autoritaire, car il a mis fin à une libéralisation politique introduite par Gorbatchev avec ce que nous connaissons, la perestroïka et la glasnost, et qui s'est poursuivie sous Boris Eltsine. Certains médias occidentaux et les opposants politiques parlant à son sujet du néo-tsarisme aujourd'hui de dictateur, comme l'ont mentionné quelques dirigeants occidentaux. En fait, cette perestroïka et glasnost ont permis de changer la donne politique dans des pays africains qui avaient pris comme modèle le développement celui des démocraties populaires, que j'ai bien décrit dans ma thèse, que vous voyez qui est là, ma thèse de doctorat d'État, soutenue voici 36 ans en 1986. En effet, ma thèse que je vous ai montrée, qui portait sur les États socialistes et la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, a été un important texte qui a analysé les arguments, la doctrine,
des pays socialistes au sein de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies en matière des droits de l'homme. Je vais peut-être revenir sur ça. Parce que je vous parle du fait que, au cours de ma thèse, j'avais déjà prévu, avec la reconnaissance de l'individu comme étant sujet du droit international, la Russie ou l'URSS ou les démocraties populaires n'avaient plus une longue vie, parce que l'individu devenant un sujet du droit international, il devait rester en justice, donc devait revendiquer ses droits et les porter en dehors de la sphère interne. Parce que la doctrine des pays socialistes, c'était quoi? C'était la souveraineté limitée, la coexistence pacifique. Il ne fallait pas toucher à ce qui se passait dans l'État. La non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État. Mais en fait, la notion de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État devait être mise sous le coude. Parce que l'individu avait maintenant une dimension supranationale. Parce que cet individu pouvait porter plainte contre son propre État pour violation de ses droits. Et là, avec l'intervention de Poutine en Ukraine, mais nous sommes en train de reculer. Alors, c'était une parenthèse que je tenais à ouvrir pour illustrer pourquoi il y a eu cette politique voulue d'ailleurs par Gorbatchev. Parce que Gorbatchev avait compris que l'URSS ne peut plus rester dans cette situation où il comprimait l'individu. Ma thèse a porté sur les États socialistes et la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. C'est pour ça que j'ai bien analysé la question des démocraties populaires. Ce qui se passe en Union soviétique, plutôt en Russie et avec l'Ukraine, je le suis de près. Ça m'a permis de relire ce que j'avais écrit aujourd'hui, il y a 36 ans, parce que j'ai soutenu ma thèse en mars, le 4 mars 1986. Et lorsque j'ai soutenu ma thèse, elle a été publiée, elle a été annoncée plutôt par le journal Le Monde, parce que c'était une première. Mais comme on n'est pas prophète chez soi, mais d'autres se sont saisis de ce qui a été dit dans cette thèse. Et d'ailleurs, ça a inspiré le gouvernement français de l'époque pour déposer aux Nations Unies 2 résolutions. Le droit et le devoir d'ingérence en matière des droits de l'homme. Ils ont appelé matière humanitaire et tout, mais en fait c'est dans le cadre du droit international des droits de l'homme. Alors, donc pour revenir un peu à notre sujet, Poutine, frustré par l'éclatement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, va s'efforcer depuis 2012 de restaurer l'influence russe sur la scène internationale en imposant un nouveau modèle, celui de la prétention russe. C'est ainsi qu'il va créer le groupe Wagner, également connu comme sous le sigle PMC Wagner ou CHVK Wagner. CHVK Wagner, c'est une société militaire privée russe ayant recours au mercenariat actif, notamment lors de la guerre du Donbass.
et en Ukraine, et la guerre civile en Syrie, mais aussi dans d'autres zones de conflit à travers le monde. Et aujourd'hui, en Afrique, comme en Centrafrique et au Mali, et les Africains applaudissent, sans comprendre que c'est un groupe de mercenaires. Cette organisation paramilitaire n'est officiellement pas liée au gouvernement russe, mais proche de Poutine. Comme je vous montre les témoignages que j'ai entendus à la télévision française, un reportage qui nous éclaire sur ceux que je considère comme des mercenaires.
Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Le groupe œuvre dans le but d'assurer la défense des intérêts extérieurs de la Russie. En créant ou en soutenant le groupe Wagner, le régime de Poutine contourne la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires. Cette convention, adoptée par l'Organisation des Nations Unies en 1989 pour pénaliser le mercenariat. La convention est entrée en vigueur en 2001 dans plus de 35 États. Ils sont nombreux. Ce que je sais, c'est que parmi ces États, nous avons l'Allemagne qui l'a pas ratifié, l'Angola qui l'a pas ratifié, la Biélorussie qui l'a ratifié, d'ailleurs c'est ça, le Cameroun qui l'a ratifié, la République démocratique du Congo qui l'a jamais ratifié, la République du Congo qui l'a jamais ratifié, l'Équateur qui l'a ratifié, la Géorgie qui l'a ratifié, la Guinée qui l'a ratifié, le Libéria qui l'a ratifié, la Libye qui l'a ratifié, et le Mali qui a également adhéré. Donc, mais malheureusement qu'il n'a pas ratifié, qui veut recevoir le groupe Wagner. C'est en violation justement de ce texte. Parce que le groupe Wagner, c'est un groupe de mercenaires que la Russie envoie aux États pour ne pas paraître comme étant un État interventionniste. Le Maroc aussi ne l'a pas ratifié, la Mauritanie ne l'a pas ratifié, la Moldavie ne l'a pas ratifié, le Monténégro, qui a succédé à la Yougoslavie, n'a pas également ratifié. Le Nigeria aussi. Donc, de nombreux États ne l'ont jamais ratifié, y compris la Pologne, la Roumanie, le Sénégal, le Togo, ou même l'Ukraine. Alors, donc, la Syrie, qui l'a ratifié malheureusement, a bénéficié justement, heureusement, eux, ils ont bénéficié de l'appui de l'État, officiellement, de l'État russe, qui a envoyé des forces, qui ont bombardé les populations civiles. Vous connaissez bien que la Russie a commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, en bombardant, en gazant, en utilisant des armes non conventionnelles en Syrie pour mater les populations, la rébellion plutôt syrienne. Il y a cette convention qui a été adoptée par la résolution 44/34 de l'Assemblée générale de l'ONU le 4 décembre 1989, lors de la 72e séance plénière de la 44e session, a été ouverte à la signature de tous les États au siège de l'ONU à New York jusqu'au 31 décembre 1990. Et ces États l'ont alors signé, 2 États de Serbie et Monténégro, ayant par la suite succédé à la signature de la Yougoslavie, comme je vous ai démontré. Le nombre de signataires a été porté à 17 à ce jour. Seuls 8 d'entre eux l'ont ensuite ratifié par la suite. Donc voilà pourquoi les États ne sont pas prêts à accepter à bannir le mercenariat. Par la suite, 27 États ont adhéré directement. Mais les États partis sont donc pour l'heure au nombre de 35 sur plus de 193 États au monde, membres de l'ONU. Et pourtant, elle est entrée en vigueur le 20 octobre 2001 et a été enregistrée sur le numéro 377-892. Cette convention, il faut noter qu'elle fait suite aux démarches des pays du tiers-monde, soutenues à l'époque par les pays socialistes en vue de lutter
contre le mercenariat sur le plan mondial. Or, la Russie de Poutine a utilisé, en violation de ce texte, le mercenariat dans de nombreux pays sous couvert de groupes privés incontrôlés, notamment, donc, comme je vous l'ai dit, le groupe Wagner, qui a opéré déjà dans de nombreux États et qui est basé officiellement en Argentine. D'autre part, dans le cas de la guerre du Donbass, à la suite d'un référendum contesté, il permet le rattachement de la péninsule de Crimée à la Russie, acte souvent perçu comme une violation du droit international. Et il a utilisé en ce moment-là également le groupe Wagner. Donc, il y a, comme je vous ai dit, d'une part, donc, dans le cadre de la guerre du Donbass, et d'autre part, il implique militairement la Russie dans la guerre civile syrienne, en soutien au régime tyrannique de Bachar el-Assad. Donc la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires est une convention internationale adoptée par l'Organisation des Nations Unies en 1989 pour pénaliser le mercenariat. Donc le groupe Wagner est fondé en 2014 et Poutine s'est arrangé pour établir son siège officiel, son siège social officiel d'ailleurs, en Argentine. Alors que le fondateur et commandant militaire du groupe est Dmitri Utkin, lieutenant-colonel au sein des Spetsnaz jusqu'en 2013 et ancien membre du corps slave. Utkin est un néo-nazi admirateur du Troisième Reich. Il aurait adopté le surnom de Wagner en hommage au compositeur allemand Richard Wagner et aurait baptisé son entreprise de mercenariat du même nom. Le groupe Wagner pourrait également se référer à Robert Wagner qui dirigea le SEM-R pendant la guerre froide. En novembre 2017, Utkin devient le directeur général de l'entreprise Concord Management and Consulting, qui appartient à l'homme d'affaires Evgeny Prigojine. Alors ce groupe paramilitaire donc des mercenaires russes est financé par l'oligarque russe Evgeny Prigojine, proche du pouvoir russe, à la tête de l'Internet l'IRA, en fait c'est l'IRA, je crois que c'est l'Internet Research Agency, une usine à propagande et à la désinformation sur Internet. Le groupe Wagner et l'IRA sont deux organisations sœurs qui sont synchronisées l'une à l'autre. Le groupe Wagner met en œuvre des opérations militaires tandis que l'IRA mène une guerre informationnelle sur Internet et planifie des opérations psychologiques. Les sociétés militaires privées sont officiellement interdites en Russie. Mais selon le Daily Beast et le département d'État des États-Unis et d'autres, le groupe Wagner est sous contrôle du ministère russe de la Défense. Cependant, le gouvernement russe nie officiellement tout lien avec cette société. Alors pour Isabelle Mondro, journaliste pour Le Monde, les mercenaires russes n'ont pas d'existence légale en Russie. Leurs liens avec le pouvoir sont pourtant évidents. Leur chef s'était ainsi pris en photo aux côtés du président Vladimir Poutine lors d'une réception au Kremlin en décembre 2016. Pour le New York Times, ses relations avec le Kremlin sont obscures et non confirmées, mais ses dirigeants auraient été décorés au Kremlin et ces mercenaires sont formés dans les installations du ministère russe de la Défense. Le financement du groupe Wagner est lié au moins en partie au ministère de la Défense russe. Le ministère signe des contrats avec des entreprises proches
de Prigojine. Et une partie de l'argent de ces contrats est effectivement dirigée vers le financement du groupe. Le budget annuel du groupe Wagner est estimé à 30 millions de dollars américains. Le groupe Wagner pourrait avoir intégré une autre société, Evropolis, dirigée par Evgeny Prigojine, sous contrat avec le régime de Bachar el-Assad. Alors, Poutine a brigué un nouveau mandat des élections présidentielles en 2018 qu'il emporte dès le premier tour avec un score jamais atteint par un candidat lors d'un scrutin présidentiel de la paix communiste, c'est-à-dire près de 77% des suffrages exprimés. Donc en 2020, un dictateur et aussi un homme d'affaires redoutable qui a amassé une fortune colossale au fil des années, Poutine a fait approuver par référendum un changement constitutionnel lui permettant notamment d'effectuer 2 autres mandats présidentiels. En février 2022, il reconnaît unilatéralement les républiques séparatistes, donc pro-russes, de Donetsk et de Lugansk, puis lance une attaque militaire contre l'Ukraine. C'est ce que nous voyons. Alors on peut se demander d'où vient la fortune de Vladimir Poutine. Cette fortune est estimée entre 40 et 200 milliards de dollars. En réalité, il est difficile de savoir à combien estimer exactement la fortune de Vladimir Poutine. Alors, lui-même, il assure qu'il ne gagne que 12 000 € par mois. C'est son salaire en tant que chef de l'État. Et qu'il ne possède seulement qu'un modeste appartement à Moscou et quelques voitures. Alors que les enquêtes des médias et de certains réseaux ont démontré le contraire. Et comment d'ailleurs est-il multimilliardaire avec une fortune estimée à près de entre 40 et 200 milliards de dollars? D'après donc les dernières informations publiées par les médias occidentaux, en 2012, un ex-député avait dévoilé une partie du patrimoine de Poutine. Il avait indiqué que Poutine détenait 20 maisons, 15 hélicoptères, des dizaines de montres de luxe, dont la plus chère est estimée à 200 000 €, sans parler de son palais luxueux construit sur une surface de 68 hectares se trouvant au bord de la mer Noire. C'est le bâtiment d'habitation privé le plus grand de Russie, selon les documents officiels. Il fait 17 000 mètres carrés. Il n'y a rien de comparable en Russie. C'est un peu un nouveau château de Versailles, avait révélé l'opposant Navalny en 2021, son principal opposant aujourd'hui emprisonné. Alors, avec Poutine plutôt a mis en place un système de corruption important. Donc ce dirigeant obsédé par l'argent et le luxe comme le dictateur connu d'Afrique centrale, c'est-à-dire que je cite Sassou Nguesso, il a échoué sur le plan économique, préférant investir sur des armes non conventionnelles, sur l'armement pour préserver le pouvoir. À 70 ans, Poutine n'a pas compris qu'il est enfin. Le peuple gagne toujours, même s'il y a une répression. Aujourd'hui, à chaque manifestation, à Moscou et dans la plupart des villes russes, on arrête par centaines des contestataires de son aventure en Ukraine. Alors, moi j'ai dit tout simplement que Poutine comme Sassou, qui sont des agents des services secrets marxistes-léninistes,
ont mis en place depuis des longues années tout un système de corruption pour se créer des grandes fortunes. Et également pour diriger par la répression, par l'intimidation, par l'achat des armes ou la confection des armes pour Poutine. Ce dernier commence à amasser sa fortune dans les années 90 d'ailleurs, à la chute de l'URSS. Alors nous n'allons pas être plus loin, mais en tout cas nous savons très bien que ces deux dictateurs, Poutine et Sassou, ils se sont nourris de systèmes de rétrocommission au lieu de faire des programmes qui auraient pu permettre d'assurer les meilleures conditions de vie de leur population, que je mets à la disposition de la communauté internationale pour comprendre ce qu'est effectivement le président Poutine. En tout cas, comme je vous montre là, ma thèse, c'est ma thèse qui m'a inspiré. Cette thèse, les États socialistes et la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, soutenue le 4 mars 1986. Voici 36 ans, pratiquement jour pour jour, parce que dans 5 jours, on sera le 4 mars. Merci donc, allez au revoir. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Moi, j'aime. Basizo ntamazatuka bangaka bafwiririzo mabwidie moyo tateka tibadia. Bon, moi c'est Jacques Belot, artiste comme vous savez. Je suis ici à Forum, Radio-Télé Forum Droits de l'Homme de Maître Tchassé. Mais moi je vous dis que je suis là. Ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là. À Forum. Et Forum, c'est super. Ne quittez pas. Forum FM. Vous avez demandé la musique. Ne quittez pas. Forum FM, radio de moi. Allô, radio de toi. Allô, radio de nous. Forum FM, radio de moi. Allô, radio de toi. Allô, radio de nous. 105.8 Radio Forum. Radio et droit de l'homme. La voix de sans voix. Okoyoka sango ya français. Sango ya lingala. Sango ya munukutuba. Sango ya Afrika. Sango ya Europa. Amerika na Asia. Sengo Tchassé papa, Toku Misi Olelo, Monsungi à droit de l'homme. Akopesa Madeya na bana Congo, Pobayeba, Tina ya droit de l'homme. Adansawa Mukuyu Baba, Master Mwana Congo, Bayokaka Radio Forum. Radio Forum yaka chauffé, fan club yaka dansé, édition ya Kiri Kiri, Ki César. Radio Forum.
Un